Chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver. Excusez ma voix, je sors d'une phase de grippe. Je pense qu'elle ne passera pas par les ondes. Je suis très heureux donc de vous accueillir pour notre nouveau webinaire. Pour votre information, nous sommes 300 inscrits, ce qui est le record pour le moment, donc ce qui prouve que vous êtes intéressés par nos webinaires. Le sujet aujourd'hui, l'inefficacité des programmes en coopération, un mythe, point d'interrogation. C'est en fait un article que vous avez peut-être eu le temps de lire, puisque nous l'avons diffusé, une étude qui a été réalisée dans le cadre de l'AFRS, que nous remercions, et qui a été rédigée par Richard Ford. Richard Ford, donc, est à ma droite. Richard, bonjour. Bonjour. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, Richard. Oui. Notamment lorsque tu fus attaché d'armement à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, durant la période notamment du lancement des accords de Lancaster House, que j'imagine certains d'entre vous connaissent. Puis aujourd'hui responsable de la coopération internationale système de missiles au sein du ministère de la Défense britannique. À ce titre, tu continues à avoir des relations très proches avec la France, mais également, j'ai dû comprendre, avec d'autres pays européens, voire d'autres, comme la Pologne. Et tu es chercheur expert en coopération au Defense Equipment and Support. Donc, tu es à la fois un opérationnel et un chercheur. Enfin, tu parles très bien le français. Et au risque de nuire à ta carrière, je suis désolé par avance, tu me sembles assez francophile, ce qui à une certaine époque n'était pas forcément bien vu en Grande-Bretagne. Jocelyn, vous êtes docteur en sciences économiques et chercheur à la chaire économie de défense depuis de nombreuses années. Nous apprécions beaucoup vos travaux depuis de nombreuses années et vous intervenez pour la première fois dans l'un de nos webinaires et j'en suis particulièrement ravi. Bonjour. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Deux parties pour cette première, une partie de questions que je poserai avec des réponses qui elle-même sera décomposée en deux sous-parties et à l'issue, une partie de questions-réponses, questions venant de vous. N'hésitez pas, durant de ce webinaire, d'envoyer vos questions et on me les transmettra de façon la plus discrète possible. Donc, première partie de cette première intervention, un panorama général des programmes en coopération européenne avec un accent sur la coopération franco-britannique. Pouvez-vous, Jocelyn, nous présenter un panorama de la coopération européenne en matière d'armement depuis les années 60, la nature, les secteurs concernés, les pays? Alors, effectivement, pour retracer quantitativement cette coopération en Europe en matière de programmes d'armement, depuis la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui, on peut partir sur une base d'environ 83 programmes. Alors, ces programmes, on les recense en compilant diverses sources de la littérature, notamment les études de cas, les rapports d'institutions, et aussi complétés par la presse spécialisée sur les dernières années. Alors, on y exclut les programmes abandonnés et ceux en coopération, mais qui impliquent uniquement un pays européen en partenariat avec un pays en dehors de l'Europe. Donc, on conserve des coopérations qui impliquent plusieurs pays européens, avec par exemple éventuellement un pays tiers, comme par exemple le programme Tempest qui inclut le Japon. Alors, si on prend le graphique 1, on voit que la répartition chronologique montre que la coopération, c'est un phénomène d'abord assez ancien. Et en nombre de coopérations, quelque part, on a un âge d'or qui se situe dans les années 50-60, suivi d'une forte baisse dans les années 70, remontée aux années 70-80 et à nouveau un creux dans les années 2000. Et donc, la période actuelle, c'est plutôt une forme de renouveau, quelque part, de la coopération, avec toutefois quand même un biais à la hausse sur la dernière période, la période la plus récente, notamment 2020 et plus, puisqu'il y a un certain nombre d'annonces qui peuvent être faites, mais qu'on ne sait pas dans quelle mesure les programmes aboutiront ou pas. Donc, vous intégrez des projets de programmes et non pas des programmes effectivement réalisés et lancés. Exactement, surtout sur cette période 2010, 2020 et plus, dans la mesure où ce sont des programmes qui ont été annoncés et on ne sait pas exactement. Et ça, c'est en nombre, mais en valeur, est-ce que vous avez des éléments en valeur? Alors, c'est en nombre et à ma connaissance, en valeur, c'est assez compliqué d'avoir des statistiques agrégées. Il y en a au niveau de l'Agence européenne de défense, mais ensuite, on ne peut pas avoir la désagrégation par programme et encore moins par pays, encore moins sur l'ensemble de l'Europe. D'accord. Alors, on voit que si on prend comme ça cette dynamique cyclique, on voit bien que ça suit quand même une logique de cycle des investissements dans l'armement, notamment, on voit les investissements de la guerre froide, puis après les grands programmes des années 80-90, et aujourd'hui, on peut y voir aussi une forme de rôle de la politique européenne plus dynamique en matière d'armement, notamment avec un rôle accru de l'OCAR, de l'Agence européenne de défense, ou encore plus récemment au PESCO, mais aussi les contraintes budgétaires fortes, plus fortes, notamment post-2008, qui vont pousser les États à coopérer dans un contexte où les systèmes sont de plus en plus. Alors, sur l'ensemble de la période, la coopération a particulièrement été, donc ce n'est pas des données qui sont représentées à l'écran, mais elle a été très marquée dans l'aéronautique, notamment avions, moteurs, hélicoptères,
avec 35 programmes, et dans les engins missiles, 20 programmes. Donc, en gros, l'aéronautique au sens large, si on inclut les missiles, c'est 2 tiers des programmes en coopération, ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de travaux se sont focalisés sur l'aéronautique. Ensuite, on peut s'intéresser, donc si vous prenez le graphique 2, au nombre de coopérations dans lesquelles les pays sont impliqués, donc les projets. La participation des principaux pays européens aux coopérations dans l'armement varie sensiblement. La France… Projet, excuse-moi, c'est programme. Programme, tout à fait. C'est un programme, tout à fait. Avec 65 participations de la France, l'Allemagne 50 participations. Donc, ce sont les pays qui coopèrent le plus. Suivent le Royaume-Uni 30 participations et ensuite l'Italie avec 29 participations. Ensuite, on peut voir l'Italie avec 29 participations, l'Espagne une quinzaine, qui elle ne s'insère finalement dans le mouvement de coopération un peu plus tard que les autres pays. Puis après, on a d'autres pays un peu plus à la marge, mais qui comptent également dans les programmes et qui ont un nombre plus restreint de coopération. Ensuite, si on prend les modes de coopération, plus de la moitié des coopérations sont bilatérales et 20% en trilatérales. Donc, les cas finalement de grands projets, ici que j'ai résumé en impliquant 5 pays ou plus, en fait, sont assez emblématiques, relativement bien étudiés dans la littérature, mais finalement assez rares. C'est 13% des cas, ce qui peut aussi entraîner un certain nombre de biais lorsqu'on s'intéresse après à ces causes et conséquences des programmes. D'un autre côté, c'est vraisemblablement les programmes dont la valeur est la plus importante. Potentiellement. Qui nécessitent beaucoup d'un partage à plusieurs. Et ensuite, cette évolution des modalités de coopération, donc si on prend le graphique 4, montre en fait dans une tendance globalement en hausse de la coopération un certain retour du bilatéral sur la période 2010-2020 si on compare avec les 30 dernières années passées, tout en combinaison avec effectivement une forme de développement du multilatéral. Ensuite, toujours dans ces modes de coopération, si on prend le graphique 5, on voit que la répartition des modes de coopération diffère sensiblement d'un pays à l'autre. La France, elle a tendance plutôt, par exemple, à privilégier plutôt les coopérations bilatérales, avec 57% de l'ensemble de ces programmes en coopération qui sont bilatérales, et une part qui retombe, qui est de 40% pour le Royaume-Uni ou l'Allemagne, et 30% pour l'Italie, et seulement 7% pour l'Espagne, qui a vraiment un profil à s'insérer dans des programmes plutôt en multilatéral. Voilà, donc j'ai terminé avec ce panorama synthétique. Très bien, merci beaucoup, très riche, très intéressant. Richard, comment se positionne, donc on a parlé des différents pays européens, comment se positionne le couple franco-britannique, sur lequel tu as peut-être plus d'expérience encore, au sein de cette coopération européenne, et quel programme emblématique et quelles évolutions attendues? Bon, c'est bien connu que la France et le Royaume-Uni sont les plus grands pouvoirs militaires en Europe, membres de Security Council, les pouvoirs nucléaires, avec des aspirations toujours d'avoir tout le spectre de capacités militaires et industrielles. On est sérieux au niveau militaire et donc c'est très important qu'on l'adhère et en fait on a vu ça dans les traités de Lancaster House en 2010. Okay. Et donc je dirais que le couple franco-britannique était très très important et je dirais structurant. Okay. Si on pense depuis les années 60-70 avec le Jaguar, bien sûr, et les hélicoptères, ces échanges-là. Je dirais qu'au niveau génération de capacité militaire, les traités de Lancaster House n'étaient pas un réussi complet. Hein. Je dirais que ce n'était pas une faillite du tout, mais ce n'était pas un succès total. Okay. Et donc, on peut envisager certaines raisons pour ça. Par exemple, la perspective différente par rapport aux États-Unis et l'Europe. Okay. C'est évident. La vision de chacun des pays vis-à-vis des États-Unis. Oui, exact. Ça date de 56. Et la crise de Suez, c'est deux conclusions différentes. On a des relations différentes avec nos industries. On a les Britanniques plutôt vers le marché, la France plutôt, je ne sais pas quel est l'inverse, mais un peu… Avec une tutelle étatique un peu forte. Exact. On va dire ça comme ça. Et je dirais qu'il paraît qu'il y a une certaine histoire entre la France et le Royaume-Uni, qui date depuis quelques siècles, mais on a toujours… Oui. Mais on a toujours cette compétition au niveau industriel, au niveau export. Et je dirais aussi, il y a cette différence de culture de nos organisations d'achat dans les deux pays. Et
si j'ose dire, on n'est pas super chouette à coopérer, ni la France, ni le Royaume-Uni. Hein. Super chouette, c'est qu'on n'est pas facilement enclin à coopérer. On ne souhaite pas trop coopérer. Oui, mais on sait que si les coopérants conforment à nos processus et notre façon de faire, c'est OK, mais sinon, c'est difficile. Okay? Mais je dirais que depuis 2010, si on cherche des choses emblématiques, c'est peut-être facile d'identifier les faillites emblématiques. Dans les avions, par exemple, on a le FCAS, on a le MAL, on a le drone tactique aussi. Hein? Mais au même temps, je dirais que le pilier central de Lancaster House, c'est les missiles. Okay? Quand tu dis FCAS, pour que nos lecteurs comprennent, oui. parce que c'est aussi l'acronyme qu'on utilise en franco-allemand, c'était le projet de coopération entre Dassault et BAE, qui s'appelait FCAS, et qui a échoué pour se transformer en un projet de coopération. Oui, la version britannique, la France a décidé de coopérer avec l'Allemagne. C'est bien. D'accord. Mais non, mais ce qui était intéressant, parce que le programme emblématique des missiles de cette période, c'était le ANL. L'anti-navire léger. Et donc, c'était un programme qui était poussé un peu par la politique. Et donc, c'était dans une partie de cycle où l'investissement était assez bas. Mais maintenant, on arrive à un cycle avec des choses très importantes comme FMAN FMC. Futur missile anti-navire. Oui, si je dois faire. Pardon. Oui, je connais tout ça. Mais on a renouvelé un Scalp, on a renouvelé Aster aussi en même temps, mais je dirais, non mais j'arrive. C'est ce programme FMAN FMC qui est structurant de ce point de vue. Taux d'investissement, technologie et capacité stratégique qui est très important. Mais aussi, on arrive au moment où il faut renouveler le métier aussi. Et ça, c'est un programme pour l'avenir. Et ce qu'on va faire avec dans l'avenir, c'est très important, qui reste à être structurant aussi, hein, je dirais, dans ça. Juste une dernière chose à dire, c'est avec l'Ukraine, hein, ça nous a poussé à faire plus d'efforts sur l'interopérabilité, bien sûr, mais aussi sur la résilience. Et je pense qu'on arrive à un moment critique parce que est-ce qu'on va, face à ces menaces, est-ce qu'on va garder tout au plan national et essayer de se tourner sur soi-même, ou est-ce qu'on va essayer de faire plus par la coopération en travaillant ensemble? Et ça, c'est un peu une grande question qu'il faut évoquer à ce moment. Merci beaucoup. Donc ça, voilà le panorama global et avec un accent sur le franco-britannique. Nous passons maintenant à la deuxième partie de cette séance de questions qui va surtout développer les principales caractéristiques des programmes en coopération, ses forces et ses faiblesses, et quelques conclusions générales. Jocelyn, quels sont les principaux moteurs des programmes en coopération? Alors, si on prend la littérature sur le sujet, clairement, le premier argument, c'est souvent les économies d'échelle. Donc, elles occupent une place de choix. Coopérer va permettre de partager non seulement l'effort de R&D, mais aussi le risque associé à cet effort. Donc, cette incitation à partager les coûts est d'autant plus forte que, justement, on a quand même toute une littérature qui montre que le poids de la R&D dans les systèmes de défense est de plus en plus important, et notamment dans l'aéronautique, on a vu, qui occupe une large part quand même du programme en coopération. Et si on rajoute une dimension temporelle, il y a l'augmentation aussi de la quantité produite, donc toute une recherche d'économies d'apprentissage qui sont extrêmement structurantes dans l'industrie en général, mais particulièrement dans l'industrie aéronautique. Alors, il y a ensuite des effets de spécialisation qui sont recherchés, car chaque pays peut théoriquement, je dis bien théoriquement, se spécialiser dans l'étape de production où il est relativement le plus productif et le plus compétitif. Donc, c'est la théorie des avantages comparatifs, mais appliquée ici à l'industrie de l'armement en Europe. Ensuite, autre argument, quelque part, les programmes en coopération permettent de mettre en place une forme de standardisation des équipements. On voit l'importance de la standardisation aujourd'hui dans le cas du conflit, notamment ukrainien. Et en fait, ça favorise l'interopérabilité, apporte une plus-value militaire, quelque part, à cette coopération industrielle. Donc, de façon plus générale, la coopération, si on prend la littérature, est vue comme un mécanisme renforçant les alliances militaires par le truchement, en fait, d'un outil industriel performant. Ensuite, la coopération est vue comme une solution intermédiaire permettant de maintenir des emplois, des hautes technologies, notamment lorsque des pays ne souhaitent pas
soit achetés sur étagère, par exemple pour une volonté d'indépendance, de souveraineté, mais ne peuvent pas non plus développer leur propre programme sur une base uniquement nationale, pour des raisons, par exemple, des contraintes financières fortes, pas les compétences nécessaires. Et certains auteurs parlent du coup de marché hybride, par exemple, ou de seconde best, optimum de second rang. On préférerait avoir une solution souveraine, mais on fait de la coopération pour un certain nombre de raisons, notamment sur ce plan de la souveraineté. Ensuite, la coopération réduirait la probabilité d'un abandon de programme. On sait que les programmes d'armement peuvent être susceptibles d'abandon, et donc la nécessité quelque part d'obtenir un consensus pour des décisions majeures rendrait difficile l'annulation d'un programme lorsqu'il est lancé. Et en favorisant les accords et coopérations entre entreprises, un autre argument, c'est que dans le secteur de l'armement, c'est que la coopération permet de créer des grands groupes capables de rivaliser notamment avec la concurrence mondiale. Donc, si on prend la littérature un peu ancienne, on voit que c'était les États-Unis, par exemple, toute cette préoccupation autour de la concurrence américaine sur le marché des hélicoptères dans les années 60-70. Et aujourd'hui, on va parler plutôt il y a également les États-Unis, mais aussi d'autres BITD concurrentes, comme par exemple la Turquie, Corée du Sud, etc. Donc, l'idée, c'est l'argument de la taille industrielle critique. Et enfin, la coopération, alors un argument plus autour d'économie de la connaissance, mais permet de mettre en commun des bases de connaissances technologiques, scientifiques, ainsi que des idées, voire des conceptions tactiques, puisqu'il y a des échanges entre les états-majors, les industriels, entre différents États. Et ça, sur le long terme, l'idée, c'est de développer une base de connaissances commune, finalement, qui sera plus grande par définition, par rapport en tout cas à une base de connaissances nationale qui, elle, par définition, est plus étroite. C'est un peu l'argument sur les épaules des géants, pour reprendre les propos de Newton. Et donc, sur le long terme, on a cette démarche cumulative. Merci. Bon, ça, c'est la vision idéale, Rose, des programmes en coopération. Malheureusement, les programmes en coopération font face, évidemment, comme d'ailleurs les programmes nationaux, pas forcément les mêmes, à des difficultés. Quelles sont les principales difficultés que tu as identifiées dans ce domaine? Alors, c'est vrai que quelque chose qui ressort très fréquemment, c'est d'abord la différence de calendrier, c'est-à-dire la non-concordance des besoins des pays dans le temps, qui rend finalement difficile la planification et des investissements, et surtout des investissements en coopération. Et évidemment, ce problème va clairement s'accroître lorsque le nombre de partenaires s'accroît, puisqu'il faut multiplier, faire coïncider davantage d'agendas. Et pourtant, ça fait plus de 20 ans au niveau européen, notamment au travers de l'AED, il y a une volonté d'harmonisation des calendriers, d'identification des besoins, et on n'arrive toujours pas. On voit que alors il y a plusieurs raisons, effectivement, il peut y avoir des raisons politiques, il y a aussi des raisons, en termes tout simplement de durée des programmes. On fait aussi durer des programmes très longtemps, et on voit que cette problématique, c'est déjà quelque chose qui avait été clairement identifié dans les années 60, avec cette logique de standardisation, d'harmonisation des matériels, et on anticipait que ça serait extrêmement compliqué. Je me souviens d'un propos où on anticipait qu'il fallait 25 ans pour quelque chose qui était écrit en fin des années 70. Il aurait fallu 25 ans pour harmoniser les calendriers, on n'y est d'accord pas. Ensuite, la coopération souvent conduit quelque part plutôt à une addition plutôt qu'une harmonisation du développement, et donc entraîne une multiplication des spécifications des matériels. Il y a un problème à la fois de définition des spécifications, voire de changement des spécifications au cours du programme. Et ça contribue à l'accroissement des coûts de développement, l'allongement surtout des délais de développement, de fabrication, mais aussi, on va dire, l'accroissement global de la complexité de la supply chain industrielle. Et dans certains cas, on a même des abandons de programmes. Ensuite, le montage des programmes et en fait le suivi de leur déroulement est réputé pour alourdir les procédures administratives et engendrer des coordinations de programmes, notamment des coordinations des contrôles aussi, particulièrement emblématiques dans des programmes et bien documentés, comme le Tornado, le NH90, l'Eurofighter, notamment dans un article très récent qui fait une monographie très intéressante de l'Eurofighter, en accent sur cette dimension. Ensuite, des États peuvent utiliser les programmes en coopération pour satisfaire quelque part leurs propres objectifs nationaux de politique industrielle, et notamment en cherchant à acquérir, lors des phases de développement, donc les phases les plus en amont, des compétences qu'ils ne maîtrisent pas peu ou mal. Donc, si vous voulez, c'est un peu l'inverse des avantages comparatifs. Chaque pays va chercher à obtenir la responsabilité, finalement, ou la fraction de travail, là où il est le plus en retard sur le plan technologique. Et donc, là où pour combler un retard. Exactement, là où ces progrès potentiels sont les plus importants, donc à l'inverse d'une logique de spécialisation efficace. Donc, quelque part, il y a une forme de spécialisation, mais pas forcément pour gagner en compétences. En tout cas, au global, une spécialisation pour gagner en compétences plus que pour gagner en effort de spécialisation. Et ensuite, l'histoire des programmes d'armement, et c'est un argument majeur, montre quand même que la coopération reste très, très marquée par ce principe du juste retour géographique, qui est un vrai plan de travail, à mon avis, d'équilibrage financier sur les
les années à venir, dans le sens d'équilibre, parce que le principe d'équilibre peut être louable, mais la façon dont c'est organisé dans les programmes tels qu'on a pu le voir par le passé, en fait, c'est juste le retour géographique qui vise à assurer à chaque participant du programme une charge industrielle établie au prorata de sa participation au programme, notamment en commande d'appareils ou de matériel. Et concrètement, sa mise en œuvre peut entraîner la multiplication des sites de production, voire parfois des sites d'intégration, exactement, ce qui limite des économies d'échelle et d'apprentissage qu'on a par ailleurs dans la première partie de cette discussion mentionné comme étant un moteur puissant. Et donc, globalement, on peut dire que la littérature théorique tend à dire que pour les programmes en coopération, alors je schématise un peu, mais comparativement à des programmes nationaux, les coûts générés seraient supérieurs aux avantages, les dérives de coûts seraient plus importantes, et les temps de développement seraient plus longs, avec des retards dans les forces, et donc des conséquences capacitaires aussi à prendre en compte qui joueraient en défaveur de ces programmes. Des réactions, Charles? Bon, je peux aborder la question, mais la réaction sur ce point, c'est j'ai fait ce papier pour essayer de focaliser sur ce petit point-là. C'est le point critique. Si la coopération n'apporte pas des bénéfices au niveau financier, si ça coûte plus cher, ça ne vaut pas la peine. On peut s'arrêter. Et donc, je fais l'argument de plusieurs aspects pour dire, en fait, non, mais la coopération apporte des bénéfices financiers. C'est clair. Il faut éviter les sophisteries et les façons de regarder les choses pour y arriver. Mais il faut, c'est pas simple à faire et donc c'est pourquoi j'ai fait ce paquet. J'ai quelques questions, Richard, plus précises. J'attire l'attention de nos auditeurs. Vous avez l'air visiblement passionné par ce qu'on raconte, parce que pour l'instant, vous n'avez pas beaucoup de questions à poser. Ça m'étonne beaucoup sur un sujet aussi polémique, on va dire, ou en tout cas discutable. Donc, n'hésitez pas, nous sommes tout à fait prêts et disposés. C'est la partie la plus intéressante du webinaire, même si évidemment vos interventions sont tout à fait intéressantes, mais de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, Richard, suite à cette présentation par Jocelyn, dans le cas de la coopération franco-britannique que tu connais mieux, quelle est la portée des différents arguments que vient d'exposer Jocelyn et quelles sont de façon plus détaillée ton approche qui est une sorte de synthèse de l'intervention du papier que tu as fait pour la FRS. Je vais être bref parce que il vaut mieux avoir des questions et discuter un peu, mais je dirais pour le franco-britannique, ce que les deux pays cherchent, je crois, c'est une autonomie abordable. Abordable au niveau financier. Chacun des pays avec assez de budget resterait indépendant, tout fait au niveau national, mais en fait, il faut coopérer pour trouver des bénéfices. Et donc, je dirais pour la France et le Royaume-Uni, à l'époque, certains ont évoqué la phrase souveraineté partagée, que c'était pas possible avec d'autres pays, mais entre la France et le Royaume-Uni, avec leurs compétences, leur capacité industrielle et tout ça, c'était une possibilité. Si tu me permets, et leur politique de défense générale commune. Dissuasion, intervention sur DPA, exact. Ça facilite. Exact. C'est trop facile de focaliser sur les différences, mais en fait, les commonalités sont énormes dans ces deux pays. Et je dirais que si on peut faire des gains au niveau financier avec la coopération, on peut investir cet argent pour garder plus l'avantage technologique, industriel, face à l'Ukraine, les quantités de missiles aussi, par exemple. Je vais vous donner un exemple concret. Oui. La France avait décidé de se lancer dans le développement d'un programme missile de croisière de façon autonome. Elle a finalement choisi la coopération avec la Grande-Bretagne. Et pour la France, ça a conduit à une économie de l'ordre de 100 millions de francs, on était encore en francs à l'époque, pour un gain de livraison de 500 missiles, le chiffre n'est pas confidentiel, contrairement à la Grande-Bretagne, alors qu'il était prévu dans le budget initial uniquement 100 missiles. Oui. Donc on voit tout de suite par ce simple exemple le bénéfice pour la France sur ce programme. Oui, le truc, c'est comme évoqué, le problème, c'est que la coopération est bonne, mais pas parfaite. Elle apporte des bénéfices, mais pas gratuitement. Et dans tout ça, il y a besoin d'avoir une approche, comment on dit en anglais, grown-up.
OK, il faut être, oui. De progression, Oui, progression parce et que d'apprentissage. l'apprentissage, mais c'est effectivement de dire, il faut, souvent on a deux camps, les optimistes et les pessimistes, hein, mais il faut, je dirais, rester optimiste sur les bénéfices, mais il faut aussi être pessimiste sur les ressources et l'investissement nécessaire pour réaliser ces bénéfices. Et donc, bon, j'ai focalisé sur les aspects financiers dans ce papier, mais il y a des questions plus larges, des bénéfices plus larges, comme évoqué au niveau politique, industriel, exportation. On utilise la phrase en Angleterre prosperity, ok, ce qui est important. Mais ce que je dirais que nos institutions nationales d'acquisition sont très fortes, mais nos institutions coopératives sont moins fortes. On ne fait pas assez d'investissement dans des personnes, dans les organisations pour faire marcher des corporations et pour arriver à des bénéfices clairs, nets et qu'on peut réutiliser. Je dirais que quelqu'un m'a dit un jour que le couple franco-britannique est caractérisé surtout sur la méfiance. OK, avec cette compétition avec deux pouvoirs de quasiment la même taille, avec les mêmes intentions, avec cette histoire de compétitivité. Et donc, si on va traiter cette question, il faut investir là-dessus. Et c'est un investissement de réflexion, mais aussi d'investir dans les gens et dans la diplomatie. Hein. C'est difficile des fois pour des ingénieurs, il faut dire, mais il faut être des diplomates aussi. Mais je constate que BAE Systems et Dassault n'avaient pas une relation de confiance entre eux, hein, mais ils ont réussi à faire marcher une coopération. Malheureusement, ça n'a pas abouti pour des raisons différentes, mais cette question, utiliser la confiance et la méfiance, comment ça marche pour que la relation continue, pour que la coopération réalise ses bénéfices. Mon souci, c'est que on a un remorque de 70 tonnes et on met 2 chevaux devant. Et quand ça ne marche pas, on dit que le 2 chevaux ne marche pas. C'est mauvais. Hein. Il faut. Mais pourtant, la 2 chevaux est un bon véhicule. Oui, bon effectivement, avec 70 tonnes derrière, je reconnais, c'est difficile. Ouais. OK. Richard, peut-on identifier des facteurs néanmoins de succès récurrents? Quels sont les éléments qui peuvent, d'après toi, par ton expérience, permettre finalement d'optimiser en tout cas les bénéfices de la coopération? Oui, faisons bref. Je dirais que la coopération n'est pas une chose souvent évoquée. Il faut la volonté politique et on va voir le sommet ce vendredi. Il y aura une volonté politique, mais pour moi, c'est plutôt comme une recette. Il faut les ingrédients nécessaires. Tu parles du sommet franco-britannique. Franco-britannique se tient demain. Oui. Et en fait, je dirais que c'est un peu comme faire un soufflé. Hein. Il ne faut pas simplement parler du saveur au fromage. Hein. C'est que du fromage. On n'aura pas de soufflé. Hein. Et donc, c'est dans la préparation, dans les équipes. Il faut mettre dans le four. Il faut garder le four fermé. Hein, voilà. La bonne température. Oui, exact. Et donc, ce n'est pas une chose. Je dirais même que pour la coopération, il n'y a pas une seule chose qui est essentielle. Même le pouvoir, la volonté politique, on peut faire des choses au niveau des Indiens. Et il y a plusieurs exemples. Je dirais 3 choses. Si j'allais proposer 3 choses, je dirais, première chose, niveau industriel, on a beaucoup de bénéfices de la fusion de NVIDIA qui venaient des coopérations sur Meteor et sur Scarp Storm Shadow. OK? De là, on peut faire des choses. OK? Et donc, c'est souvent, si chaque fois, il faut construire un consortium industriel, pour commencer, c'est difficile. OK? Et donc, il y a cette question-là. Je dirais aussi la question des structures. Si on fait d'investissement dans des structures, ça donne un retour. Juste un exemple, ce qui s'appelait le International Technology Partnership. Okay? Et donc, c'est recherche avec investissement des 2 gouvernements et des industries des 2 côtés de la Manche.
OK? Il fallait 34 mois pour mettre ça en place. OK? Il fallait un investissement, ça prenait du temps pour des clauses propriété intellectuelle et tout ça, mais maintenant, on peut lancer la recherche dans 2 mois, plutôt qu'avant, c'était au moins 12 mois ou 18 mois. C'est-à-dire que pour les contrats de recherche, maintenant qu'on a défini le cadre, Oui, nécessite en gros 2 mois pour la mise en place des oui, contrats, exact. alors qu'avant, c'était 1 an. Qu'avant, Plus c'était d'un an. ridicule, oui. D'accord. Et donc, mais c'est ça plus vient, efficace. c'est beaucoup plus efficace, mais il faut Mais il fallait, l'investissement. bien sûr. Il faut ça. Et je peux citer aussi dans MBDA les centres d'excellence. Et aussi, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en place une approche au niveau portefeuille. Une approche globale de réflexion au niveau du portefeuille. Oui, c'est ça. Et donc, Portefeuille de produits. Portefeuille de produits. Portefeuille de produits, et donc c'est ce qu'on appelle top-down en anglais. Mais aussi, je dirais, dernière chose, c'est des groupes de personnes. Si on n'a pas toutes les structures en place, mais des gens de bonne volonté, et donc pas simplement des relations, mais des groupes de personnes qui peuvent traiter les problèmes de coopération. Il y aura toujours des problèmes, toujours de la méfiance, bien sûr, mais des mécompréhensions, des non-alignements, des questions de, comment dire, mood music, l'ambiance de ça. Il faut des gens qui peuvent traiter ça. Et je dirais que face à coopération qui est l'achat national, c'est assez difficile. Okay? C'est hyper complexe, mais la coopération, c'est la complexité carrée. Okay? Et donc, il faut des gens expérimentés, de bonne volonté, avec de l'imagination et détermination aussi, je dirais, pour faire marcher des coopérations. Et donc, c'est des 3 choses, niveau industriel, niveau des structures et niveau des groupes de personnes. D'accord. Merci beaucoup, Richard. Donc, continuez à nous poser des questions. J'en ai reçu déjà de nombreuses, mais nous avons encore du temps sur un sujet aussi passionnant. Donc, et merci également aussi Jocelyn, bien évidemment, pour votre intervention. Première question. On a abordé, Jocelyn, l'a dit dans son intervention, le principe de politique de juste retour qui est souvent mise en œuvre dans le cadre des programmes en coopération. Est-ce que c'est quelque chose qu'il conviendrait de modifier pour rendre les programmes en coopération plus efficaces? Et même si on peut dire oui, je ne sais pas ce que vous direz, est-ce que c'est réaliste d'envisager de… Alors, c'est vrai que c'est vraiment un point d'achoppement, et c'est très, très récurrent sur quasiment toutes les études qui portent sur ces programmes. Ça a été alors un peu modifié dans le principe, hein, notamment avec l'OCAR, en faisant non pas un juste retour par programme, comme ça par exemple était le cas dans Eurofighter, mais avec cette notion de global balance. Donc c'est vraiment cette logique de multiprogramme pluriannuel. C'est-à-dire que dans le temps, les pays coopérants tendraient à rééquilibrer. En fait, est-elle mise en œuvre, cette principe? Alors, elle est mise en œuvre officiellement. Après, dans les faits, est-ce que ça marche? On l'a pas mesuré, en fait. À ma connaissance, il n'y a pas de travaux qui le mesurent. Et visiblement, puisqu'on reparle tout le temps de juste retour, c'est que ça ne doit pas forcément fonctionner. Ça veut dire qu'en tout cas, ce n'est pas suffisant pour contrecarrer ces Mon désavantages. expérience, je peux vous dire que ça marche. D'accord. En tout cas, effectivement, c'est aussi ce qui ressort. Alors, par contre, il y a d'autres possibilités qui, à mon avis, sont des pistes extrêmement intéressantes sur ce juste retour. C'est de percevoir, l'aspect cycle de vie n'est pas assez pris en compte. On ne s'intéresse qu'à la partie R&D. Or, il y a toute une partie soutien des équipements qui représente en fait jusqu'à 60%, par exemple, pour l'Eurofighter, du coût de l'avion sur l'ensemble de son programme, et qui rapporte aussi, parce qu'il s'agit bien ça, in fine, des emplois, de la valeur ajoutée dans les territoires, et c'est ça que les pays aussi veulent capter. Donc, il y a des possibilités d'exploitation en fait de ce juste retour par exemple, le MCO, voire allant plus loin, hein, le démantèlement, le recyclage des activités, des programmes, etc. Donc, je pense qu'une des façons de reconcevoir ça, c'est de le voir sur un plus long cycle de vie, quelque part, en prenant plus en compte le soutien. Une deuxième façon qui, à mon avis, peut aborder, c'est décorréler. C'est-à-dire décorréler, en fait, le programme d'armement d'autres types d'aides. Et je pense notamment au niveau européen, des aides qui marchent très, très bien depuis très longtemps, c'est les programmes Interreg, qui sont des programmes, en fait, ce sont des programmes en fait visant à rééquilibrer le niveau de vie des pays à l'échelle des régions en Europe. Et donc en fait, c'est des possibilités, en fait, c'est des mécanismes qui existent. Alors je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, il y a une possibilité, il y a un outil qui existe pour
rééquilibrer finalement un pays qui pourrait se sentir, par exemple, lésé dans le cadre du juste retour. Et donc, il pourrait y avoir d'autres formes de compensation, mais qui seraient… Dans d'autres domaines que l'armement. Exactement. Qui pourraient être, par exemple, des aides à la R&D, des aides à l'emploi, etc. Et qui seraient décidées au niveau européen. Exactement, sur la base, en fait, de ce qu'un pays renoncerait finalement en termes de juste retour dans un programme, mais qu'il obtiendrait en compensation quelque part. Donc, c'est-à-dire, en fait, elle n'est pas vraiment décorrélée du programme, mais en tout cas, elle n'est pas basée sur ce juste retour tel qu'on le connaît. Et une dernière piste, qui est aussi, à mon avis, enfin, qui va être explorée et qui l'est par la force des choses, c'est en fait la dématérialisation. C'est-à-dire que, ce qu'on appelle autour de l'industrie 4.0, c'est-à-dire que la dématérialisation des tâches rend aussi plus facile, en fait, l'organisation de certaines activités. On peut imaginer que certaines activités soient localisées dans des pays où qu'on ait un changement en fait du numérique qui permettent de rééquilibrer aussi ce juste retour. Mm. D'accord. Richard, dans cette perspective-là, je ne sais pas si tu as une expérience, mais j'ai une observation. Au début de Lancaster House, on avait une vingtaine de programmes possibles, et donc c'était facile de dire oui, on va gagner sur certaines choses et perdre sur d'autres. Quand on arrive à avoir moins de programmes, ça devient plus difficile, et chacun devient symbolique, totémique même. Et il faut de la confiance. C'est le bon mot pour trust. Trust, confiance. Oui, de prendre le risque, d'être le premier à dire j'accepte de perdre quelque chose là-dessus. Et donc, sans confiance, là, il faut la confiance. Tout à fait. Petite question, donc on a parlé de l'OCAR et des règles de juste retour. Qu'est-ce que tu penses plus généralement, Richard, du rôle de l'OCAR au niveau européen pour harmoniser les règles d'acquisition, le pilotage des programmes, vu des clients, vu de l'État? Alors, je ne suis pas expert là-dessus, mais je dirais au moins deux choses. Première chose, pour moi, l'OCAR n'est pas bien placé pour régler les gros problèmes qui sont au niveau portefeuille. On va investir sur quel programme, avec quel alignement et tout ça. Il intervient une fois que les programmes sont lancés. Et donc, la AED est censée jouer ce rôle, mais je ne suis pas sûr, avec tous ces pays-là, c'est possible. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose bilatéral, franco-britannique, sur le portefeuille, on peut apporter des choses. D'accord. Mais évidemment, sur si on a OCAR, on a moins de choses à décider. On peut faire, tout le monde est aligné sur comment on va livrer ça. On a des mécanismes, le gouvernance est en place. Bien sûr, ça aide. Très bien. Une question assez générale, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, mais qu'on aborde assez régulièrement. Est-ce que les programmes en coopération et la coopération européenne freinent-elles ou favorisent-elles les exportations des matériels issus de cette coopération? J'ai un élément, en tout cas empiriquement, il me semble il y a très peu de travaux sur ce sujet, mais il me semble qu'il n'y a pas spécialement de meilleure performance d'export. Sur les papiers de la littérature existants, il ne me semble pas qu'il y ait de surperformance, en tout cas des programmes en cours. D'accord, Richard. Alors, je me souviens de Delpech, qui avait le règle Delpech, pardon, excusez-moi. Oui. Mais à l'époque, il avait… le racine de N. Oui, le racine d'N. Il avait fait ça. Ça, c'est le premier. Ouais. Deuxième sur le retard, c'est le… Comment dire racine cubique, du nombre de N. Mais il a dit la possibilité d'exporter quelque chose fait en coopération, la difficulté est liée au nombre de partenaires, au pouvoir de 3, je crois. Ouais. Et donc, ça veut dire impossible. Je dirais que ce n'est pas le cas. Je prends un exemple de Météor. C'est évident que c'est très important pour le Météor. On a eu des beaux réussis. Mais ce que je dirais que si c'est sur une plateforme des participants, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on fait avec, par exemple, sur un F-35, s'il faut mettre sur un KF-21 en Corée, si on veut faire quelque chose avec les Japonais, ça devient difficile. Parce qu'il faut partager plus d'informations que normal pour faire l'intégration sur des autres plateformes. Et donc, il faut aborder les questions d'exportation dès le début. Et il y a des camps qui veulent dire
une des raisons pourquoi il faut éviter certains pays, c'est leur contrôle d'export. On ne veut pas être contrainte et donc il ne faut pas participer avec ça. Bien sûr, ITAR, c'est l'exemple le plus clair, mais il y a d'autres exemples. Je ne vais pas les citer. Et donc, si on va faire une coopération, il faut penser de l'export dès le début et donc ça va modifier nos choix, notre analyse des partenaires. Juste un complément, il y a certains auteurs qui évoquent effectivement vraiment une avancée en parallèle de la politique étrangère avec la politique de défense. Oui. Pour ces raisons-là. Alors, vous avez parfaitement raison. Comment dire, en Grande-Bretagne et la France, dans le cadre de Lancaster House, cette politique d'exportation commune et ces règles ont été définies dans le cadre d'un accord qui a été signé, je crois, en 2014-2015, dans la foulée de Lancaster House. Et puis avec l'Allemagne, la France avait des difficultés, il y a eu un accord dans la perspective des programmes MGCS, FCAS, etc., de coopération, un accord sur les exportations des produits issus de coopération. C'est un élément également tout à fait clé. Oui. Je compléterai en disant que sur les deux exemples que tu as cités, évidemment, moi, en tant qu'ancien MBDA, je les connais très bien, que ce soit le Storm Shadow Scalp, que ce soit le Météor. Le fait que ces programmes aient été en coopération a permis d'accéder déjà à de nombreuses plateformes de nos pays clients, le Tornado, l'Eurofighter, le Rafale, le Mirage 2000, etc., pour le Scalp, et pour le Météor, l'Eurofighter, le Rafale, le Gripen JAS-39. Il est intégré sous le F-35 britannique et je crois italien. De là à ce que les Américains proposent le Météor sur l'exportation du F-35 à d'autres pays, c'est un autre sujet, comme on dit. Oui. Mais en tout cas, c'est clairement un bénéfice à mon avis, un bénéfice des programmes en coopération. Je ne dis pas que c'est tous comme ça, mais c'est un élément, à mon avis, tout à fait important. Petite question, alors je vais la poser, c'est une question très vicieuse, comme on dit en français, que je vais poser à mon ami Richard. Je ne sais pas s'il aussi, comme il est diplomate, je ne sais pas s'il osera répondre à la question. Quelle est ton analyse, Richard, et ton pronostic sur l'aboutissement des programmes en coopération SCAF et MGCS? Je n'ai pas de pronostic. Tu es un bon diplomate. Bon. Non, mais c'est intéressant, mais c'est compliqué. Hein. C'est l'histoire de... Bon, comme quelqu'un a noté, on a tout fait avec les Italiens, les Britanniques. Hein. C'est notre longue histoire. Et si on a toujours des problèmes avec la France et le Royaume-Uni, n'ont jamais mis d'accord sur ces programmes depuis le Jaguar. Okay. Programme d'avion, oui. Et donc, c'est pas anormal qu'on a deux programmes, je dirais. On va voir. C'est compliqué. Bien sûr, GCAP, on a le Japon comme partenaire non européen. C'est intéressant. C'est intellectuellement intéressant. Toi qui cherches à ouvrir. Oui. Mais je ne fais pas de pronostic. D'accord. Je suis trop sage pour ça, au moins. Bien, je ne me permettrai pas de faire de pronostics moi-même non plus. Les coopérations européennes, d'après vous, sont-elles compatibles avec l'économie de guerre, dont on parle beaucoup en France, j'imagine aussi en Grande-Bretagne, et de façon générale en Europe, en particulier en termes de simplification des spécifications, d'augmentation des cadences et de rationalisation des coûts? Oui, alors, si on part d'une base de zéro, chaque pays pour eux-mêmes un peu. Heureusement, on ne part pas de cette base. On a des industriels multinationales, on a des accords au niveau gouvernemental, on a des structures et des possibilités de faire mieux. Je pense le défi, là, c'est de faire marcher la coopération à un niveau d'efficacité qu'on n'a jamais vu. C'est un grand défi, je dirais, de faire mieux. Et donc, la question d'harmonisation, c'était toujours critique, mais c'était un peu ennuyeux et toujours, comme je dis toujours, la quatrième priorité. Hein, et donc, c'est jamais fait. Okay? Parce que c'est difficile, c'est dans les détails et c'est dur. Okay? Même simplement de juste reconnaître que la France a fait des études ou des recherches sur un équipement
et on les accepte. Okay. Même juste de faire ça, c'est très difficile parce qu'on a des aspects légaux et tout qui va avec. Et donc, c'est un travail pour des décennies qu'il faut faire dans des années. Vous avez un avis? Je partage, moi je dirais oui, surtout dans le contexte, ça rejoint un peu la remarque tout à l'heure, c'est que le conflit en Ukraine fait prendre vraiment conscience de l'importance d'une harmonisation des procédures, de cette dimension logistique, de la masse. Je pense aux requêtes de l'Ukraine par rapport au F-16. On voit bien qu'il y a une logique d'avoir, et peut-être que ça peut jouer ce côté un peu impulsion, pour faire passer ça dans un rang de priorité supérieure. Et j'ajoute, encore une fois, conjugué à quelque chose qui se trame, en tout cas, qui est plutôt une trame de fond, puisque se tramait, c'est vraiment cette montée du numérique, cette possibilité aussi de simuler des choses, de créer des prototypes plus vite. C'est ce fameux jumeau numérique, etc., dont on parle tant, mais qui permet aussi de tester ce qui ne va pas, etc. Et donc, potentiellement aussi d'accélérer, donc de réduire les coûts d'une coopération. En tout cas, je pense que les programmes à venir, notamment ceux dont on parle, SCAF, NVZ, ne sont pas du tout conçus tels que sur la base des programmes historiques sur lesquels on raisonne, par exemple IKI, mais même plus largement la communauté dans son ensemble. Non, mais si je peux dire, on veut faire toutes ces choses, mais je ne peux pas envoyer un email diffusion restreinte à la DGA. C'est ce que j'allais dire. Alors, ça, c'est un exemple tout à fait caricatural et je pense que c'est réciproque. Dans l'autre sens, c'est pas j'imagine. Bon, non, bon. Histoire, ok, donc on a du mal à communiquer. Mais les programmes en coopération, comme vous l'avez dit, Jocelyn, ont comme contrainte de satisfaire, et toi aussi d'ailleurs, Richard, tu l'as dit, des pratiques d'acquisition qui sont différentes, d'essayer de les harmoniser, de les homogénéiser. C'est un effort difficile. Aujourd'hui, avec l'économie de guerre, on est amené à demander à nos États de simplifier, de réduire leur politique d'acquisition, leur normalisation. Donc, il y a un effort à faire déjà au sein de chaque État, et il faudrait, pour les plans de coopération, que cet effort soit convergent et que les simplifications acceptées par l'un soient acceptées par l'autre pour que ça marche. Donc, tu parlais tout à l'heure de complexité au carré ou au cube. Là, je pense, en tout cas, comme on n'a jamais travaillé dans les pays européens sur cette économie de guerre réellement, ça va être, je comprends, en tout cas, c'est mon avis personnel, je comprends ce que vous avez dit, Jocelyn, mais je pense qu'il y a un travail, notamment sur la politique d'acquisition, normes acceptables ou les normes qu'on peut réduire. Je vais donner un autre exemple qu'on voit. Pour intégrer un missile sur un avion, il faut en général plusieurs années. Quand il y a un conflit, ça se fait en un mois. Alors, on n'a pas totalement les mêmes performances, on n'a pas peut-être totalement le même niveau de sécurité, mais on est prêt à accepter des compromis parce qu'il y a une pression, il y a une urgence, qu'en temps de paix, on n'accepte pas parce que les normes l'empêchent. Petite question pour Richard. C'est aussi une question un peu vicieuse pour Richard. Non, mais c'est gentil. Quel est l'impact de la coopération entre le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne? Le Royaume-Uni et le Grande-Bretagne. Non, le Royaume-Uni et les États-Unis. Pardon. Entre le Royaume-Uni. Non, ça n'existe pas. Irlande du Nord. Voilà, entre le Royaume-Uni et les États-Unis, et en parallèle également des intentions de coopération dans le cadre de la coopération AUKUS sur la coopération contemporaine. Alors, bon, en tant que fonctionnaire britannique, je vais pas dire tout, mais avant l'annonce de AUKUS, il y avait 6 personnes au Royaume-Uni qui connaissaient le sujet, avant l'annonce. Et donc, on était un peu choqués aussi. Choqués, si ça c'est le mot, on était surpris par ça. J'ai mon avis personnel, et si la personne veut me contacter, je suis prêt à dire ça. Mais l'impact sur la France, je suis focalisé sur les missiles, et là, peut-être il y aura des choses, mais de base, ça n'a pas d'impact sur notre coopération sur les missiles. Ça ne change rien pour moi, c'est évident. Sur AUKUS, sur ce qui se passe là, honnêtement, je peux dire, je ne connais pas assez sur le dossier. Je crois savoir qu'il y aura des annonces la semaine prochaine sur le sujet, apparemment. L'annonce des 3 pays. Des 3 pays. Peut-être sur les sous-marins nucléaires ou quelque chose comme ça. J'ai vu ça dans la presse.
Et donc, on verra. OK? Mais je dis plus. Je dis pas plus sur le sujet parce que je vais être viré. Non, je ne le souhaite pas. Alors, une autre question. Dans les grands programmes en coopération, dans les programmes en coopération, pas forcément les grands d'ailleurs, quelle est la place, je ne sais pas si vous avez travaillé sur ce sujet, quelle est la place des PME, voire des startups, au-delà du programme en études amont, où elles sont, dit celui qui pose la question, je trouve qu'il est dur, où elles sont saupoudrées. Si vous n'avez pas d'éléments, on verse comme ça, Oui, okay. mais elles sont réparties. Mais Alors, ouais, il y a pas, très brièvement, mais c'est vrai qu'il y a d'abord il y a très peu de travaux sur le sujet. Déjà, il y a très peu de travaux sur les grands maîtres d'œuvre et finalement, encore moins après sur la chaîne de sous-traitance. L'étude dont je parlais avant est très intéressante sur l'Eurofighter. Elle montrait quand même qu'il y avait une large part quand même de PME et dans le temps, etc., dans tous les pays qui étaient impliqués dans le programme. Après, je dirais que les initiatives, notamment du Fonds européen de défense, vont quand même aujourd'hui dans le sens d'un plus grande part liée au PME. Voilà ma réponse. Et donc, on peut espérer qu'à l'avenir, il y ait plus d'applications de PME, notamment innovantes. Ça fait partie des conditions de base parce que le Fed aujourd'hui ne finance que de la R&D. C'est quasiment que de la R&D. tu as un avis, Richard? Je dirais qu'une chose, la structure du Complex Weapons ITP donne la place pour des PME de proposer des choses d'une manière assez simple, d'une manière appréciée, avec la grande possibilité d'exploitation par les mécanismes. Et donc, si on peut envisager d'autres mécanismes comme ça, au niveau bilatéral, ça serait bien. Alors, je peux rebondir parce que je connais un peu, à moins que les règles aient changé récemment. Effectivement, comme tu l'as dit, ce partenariat Complex Weapon ITP, Innovation Technology Partnership, est lancé depuis une quinzaine d'années maintenant, enfin près de 15 ans. Et effectivement, les maîtres d'œuvre ont l'obligation de sous-traiter un pourcentage minimum à des centres de recherche, je crois que c'est de l'ordre de 10 à 15%, des laboratoires de recherche, et à des startups PME, je crois que c'est de l'ordre de 30 ou 40%. Donc, c'est par ce biais-là, au niveau des études, des études de R&D, RT, il y a cette possibilité. Au niveau des programmes, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet quand j'étais chez MBDA, sur la filière missile. Et comme tout maître d'œuvre, un maître d'œuvre a besoin d'une supply chain. Dans sa supply chain, il y a des grands industriels, mais aussi des PME. Et ces mêmes grands industriels sous-traitants ont eux-mêmes une supply chain où on va retrouver des ETI, des PME. Et ça représente des volumes potentiellement importants. Ça dépend sans doute des industriels. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait 30 à 40% du chiffre d'affaires, enfin en tout cas de l'activité industrielle, qui soit réalisée par des PME et des ETI dans le cadre des programmes nationaux, et donc vraisemblablement aussi, il n'y a pas de raison que ce soit différent, dans le cadre des programmes domestiques, en coopération. Question, alors là qui est peut-être plus pour Richard. Les décisions... non, celle-là, elle n'est pas vicieuse, je ne crois pas. Je ne crois pas. Même si elle est politique. Les décisions importantes en matière de coopération de programme sont prises souvent par le niveau politique élevé. En tout cas, c'est un élément clé. Mais le politique varie, change. Sa politique peut changer. Les gouvernements, les orientations politiques peuvent changer. Et ça conduit à des évolutions sur les programmes en coopération. Exemple qui est cité, l'abandon par la France de la coopération FCAS avec le Royaume-Uni. Est-ce qu'on a des solutions, des moyens, des idées pour éviter cette variabilité de décision politique? Je pense qu'il faut accepter que la politique existe. C'est là pour qu'on ne passe pas tout le temps se battre l'un contre l'autre. Et donc, ça place. Des fois, on est un peu frustré parce qu'on a une vision à notre niveau de ce qui doit se passer et comment ça doit se passer. Mais c'est aux politiques de faire des décisions. En fin du compte, c'est eux qui ont décidé de faire la coopération dès le début. Même si on essaie d'optimiser dans notre propre façon, c'est à eux de décider finalement. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est de bien informer le niveau politique, de fournir des propositions qui correspondent aux besoins politiques aussi, je dirais.
souvent, mon expérience en tant qu'attaché d'armement, des fois, c'était que on demande aux gens dans les programmes de proposer quelque chose. Ils disent non, 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 on veut pas, on veut faire en coopération, on a un tas de problèmes et tout ça. Et on arrive au moment où les politiques imposent des choses sur les organisations d'acquisition. Et donc, ça vaut la peine de proposer des choses, d'avoir des propositions bien mûres qui correspondent aux souhaits politiques pour que ça marche avec le niveau politique et le niveau administratif. Ça, c'est un peu une différence entre le Royaume-Uni et la France qui est critique et je vais être viré pour ça peut-être aussi, mais selon Yes Minister, non, mais c'était un ancien attaché d'armement français qui m'a dit au Royaume-Uni, il faut convaincre le ministre et l'administration. Et en France, c'est que le ministre. Si le ministre le dit, c'est bon. OK? Et donc, il y a toujours une tension là. Et donc, je dirais pour mes collègues français qui veulent traiter avec les Britanniques, il faut comprendre ça au moins. Rassure-toi, en France, certes, il faut convaincre le ministre, mais si l'administration ne veut pas, elle finit par inertie à imposer aussi. En tout cas, c'est mon humble avis. Ouais. Et ça, c'est une question simple, je ne connais pas la réponse. Existe-t-il un organisme européen qui harmonise les normes applicables au programme d'armement, au développement, pour faciliter justement la mise en œuvre de ces programmes de coopération? J'aurais tendance à dire que l'OCAR est censé le faire. Je vais dire, sinon, il y a aussi l'OTAN. En fait. L'OTAN. Les STANAC de l'OTAN, en fait, remplissent une partie ce rôle historique, au moins. Ouais. Et on va en discuter effectivement au sein des politiques d'acquisition de l'OTAN avec certaines personnes. Il y a des recommandations. Après, les pays sont libres, en fait, de choisir leur propre politique autonome. Ouais. Mais quelque part, techniquement, cet outil, il existe. Et il y a des programmes pour harmonisation, par exemple sur l'intégration des missiles sur plateforme, il y a un programme qui s'appelle ELSIF, qui est franco-britanno-allemand. D'accord. Okay. Qui simplifie ou qui harmonise, enfin, oui, qui normalise. Normalise le logiciel d'interface. D'accord. Ah oui, d'accord. Si ça facilite l'intégration. Oui. Question, alors, je pourrais répondre, mais je vais laisser la parole notamment à Richard, parce que je pense que pour Jocelyn, c'est un peu plus compliqué. Comment se fait le partage du savoir-faire industriel qui a été financé par un État souverain lorsqu'il il a été financé auprès d'une multinationale comme Thales ou LPDA, et que cette multinationale, donc MBDA ou Thales, reçoit une commande d'un autre pays dans lequel il travaille. En clair, la compétence acquise par un industriel, par une multinationale, financée par un pays, comment peut-elle être exploitée, utilisée par un autre pays? Bon, je dirais juste, il y a un gros problème avec les pays tiers dans le FED, c'est ça, FED? Oui, pour Open Defense. Et donc, c'est pas acceptable pour le Royaume-Uni. Et donc, si on a des investissements et on perd la propriété intellectuelle, c'est bloqué pour l'instant. Okay? Sur la question en général, j'ai pas de connaissance de comment ça se fait. Je sais, avec les centres d'excellence dans MBDA, on investit les deux dans les spécialisations dans les deux pays. Mais autrement, avec Thales, normalement, c'est des profit centers. Et donc, Thales à Belfast fabrique des missiles. Je ne sais pas comment c'est vu du point de vue de Thales. Je peux dire pour compléter, pour MBDA, sur les centres d'excellence, les études et les résultats d'études financés par un pays A, la France ou la Grande-Bretagne par exemple, restent propriété de l'entité juridique nationale, mais grâce au centre d'excellence, les met à disposition gratuite en termes d'exploitation du PIB, sans le transfert de la propriété, mais c'est une mise à disposition gratuite. C'est un intérêt très fort des centres d'excellence, du principe des centres d'excellence. Qu'est-ce qui... On a beaucoup, alors je découvre la question, on a beaucoup parlé de la relation entre la France et le Royaume-Uni. Tenant compte de la position aujourd'hui très affirmée de l'Allemagne sur les questions industrielles, en particulier dans la défense. La question, donc je ne sais pas répondre, je suis désolé, je ne sais pas répondre à cette question.
Mais la question ne se termine pas. L'Allemagne, qu'est-ce que tu penses? Oui, non, mais justement, rebondissons sur l'Allemagne. Quelle est la vision, notamment de la Grande-Bretagne, sur la coopération avec l'Allemagne? D'accord. Je suis pas D'accord. Le diplomate. diplomate. Non, non, mais on a de l'histoire avec Tornado et Typhoon et d'autres choses. Mais là, je ne peux pas. J'ai pas d'expérience. J'ai jamais travaillé avec les Allemands, malheureusement. Une expérience, un avis sur Jocelyn? Pas spécialement. Pas spécialement. Alors, non, mais l'Allemagne est un partenaire très important, c'est clair. De façon générale au niveau de l'Union européenne, également dans le domaine de la défense, puisqu'ils ont décidé d'annoncer une remontée en puissance très importante de leur budget. Bon, il y a des difficultés par ailleurs, je ne vais pas aller là-dessus, mais c'est évidemment, tant pour la Grande-Bretagne que pour la France, un partenaire très important à prendre en compte et qui a une politique industrielle. Ce qu'on peut souligner, c'est que dans les programmes en coopération récents, on voit quand même que ça n'avance pas de façon optimale, en fait, tel qu'on l'aurait souhaité, nous, en tout cas pas assez vite. Et je pense que dans une logique, on a rappelé tout à l'heure l'histoire d'économie de guerre, accélérée, est-ce que la coopération peut y répondre? Là, on n'y est pas, quoi. Voilà. Oui. À court terme. Peut-être que ça va changer. Alors, dernière question, tu l'as abordé un petit peu, Richard. L'Europe a lancé un grand programme de stimulation de la coopération au travers des initiatives PESCO, Fonds européen de défense, boussole stratégique pour harmoniser les besoins, etc. Certes, c'est assez récent. Certes, ça a été lancé dans une période de calme, pas de tension, et l'arrivée de l'économie de guerre peut peut-être perturber tout cela, on verra. Et qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives et en quoi ces initiatives pourraient effectivement, de votre point de vue, accélérer, parce que c'est l'objectif, la mise en place de programmes en coopération, d'abord au niveau européen et, puisque pour toi Richard, avec des pays tiers, comme aujourd'hui malheureusement la Grande-Bretagne. Non, mais je dirais un des gros problèmes que j'ai expérimenté beaucoup, c'est la réticence d'entrer dans la coopération. Et mon analyse, c'était que c'est vu comme une perte de contrôle, une perte de je ne sais pas, de juste retour d'avoir le travail et tout ça. Et donc, la façon de changer ça, c'est d'avoir un fonds d'investissement sur la coopération. À ce point-là, ça devient, on peut gagner de l'argent. Et donc, ça vaut la peine. Je suis motivé de travailler avec un partenaire pour aller chercher de l'argent. Et donc, pour moi, c'est au début, le FED, c'était une très bonne idée qui pourrait changer le jeu. Okay? Mais tout joue sur l'implémentation. Et évidemment, la question des pays tiers ne marche pas pour le Royaume-Uni, ça c'est clair. Et je me demande, ça pourrait marcher, j'imagine. Y a-t-il une volonté des deux côtés, notamment du côté britannique, de trouver un accord avec l'Union européenne pour que ça marche? Oui, il y a une volonté. Ça veut dire on est toujours prêt à explorer ça. Si on a fait des demandes explicites, j'en suis pas sûr. Ok, ça dépend. Mais je dirais qu'il faut traiter ce sujet-là, mais aussi, comme j'ai évoqué avant, d'essayer de faire ça sur les 27, ça devient très difficile. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est une grande motivation pour la France de coopérer avec l'Allemagne sur un projet s'il faut avoir encore 5 autres pays là-dessus? Alors, France, oui, comme tu le sais, sur les programmes en coopération sur le fonds qui peuvent être financés par le Fonds européen de défense, nécessitent la participation d'au moins 3 pays, pas 27, 3. Alors, ça peut être plus, mais 3 pays. Il y a un autre élément que j'ai découvert récemment, alors c'est pas lié au programme de coopération, et qui est une accélération de l'industrie de défense européenne. J'ai lu ça dans un article hier dans Le Guardian, où l'Union européenne, dans le cadre du soutien à l'Ukraine, prévoit de mettre en place un fonds d'acquisition de matériel en urgence au profit de l'ensemble des industriels, des pays européens et de la Norvège,
avec lesquels la Norvège et l'Union européenne ont des accords en matière de défense, permettant de recompléter les stocks de munitions, de livrer rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui va sans doute favoriser, alors pas directement les prendre en coopération, parce que c'est sur des matériels en série, en tout cas un travail en commun et une activité industrielle importante au niveau européen. Peut-être juste un complément. Oui, bien sûr. Là, la partie R&D, on a parlé de l'amont. Encore une fois, il y a l'aval, et donc le fait de, effectivement, j'ai évoqué tout à l'heure l'aspect soutien, parce qu'il y a quand même des initiatives. Alors c'est vrai qu'on pourrait parler, je me souviens, des 10 lots de coopération, mais par exemple la coopération franco-allemande sur l'acquisition de C-130J. Alors on est sur des matériels américains, mais enfin, il y a quand même une mutualisation du soutien, une mutualisation des infras, possibilité de travailler ensemble, etc. Donc finalement, on tend vers cette logique, enfin en tout cas on tend. Ce sont des pas en fait fondamentaux vers la construction à mon sens. Et le deuxième, c'est une autre initiative européenne, c'est l'initiative européenne d'intervention, dans laquelle effectivement c'est très focalisé sur le retour sur expérience, mais qui permet aussi aux états-majors, en fonction des missions, d'avoir du retex, d'échanger des informations quand on est confronté à des menaces communes, ce qui est le cas notamment en Europe. Je pense par exemple la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime, la cybersécurité, etc. Et donc, en fait, finalement, ce genre d'initiative, non pas effectivement en amont sur laquelle on se focalise depuis 50 ans, mais en aval, permet par retour après d'avoir des formes d'harmonisation et des besoins. Travailler sur les besoins. On ne fait pas assez là-dessus. Bien, merci beaucoup Richard, merci beaucoup Jocelyn. Nous sommes arrivés au terme de notre webinaire. Comme d'habitude, donc nous préparerons et diffuserons un résumé, une synthèse, non seulement à vous qui avez participé, mais également à l'ensemble de nos correspondants de ce webinaire. De façon plus rapide, vous recevrez comme d'habitude un petit questionnaire de satisfaction qui nous permettra toujours de nous améliorer. Je vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire qui devrait avoir comme thème l'impact économique de l'investissement dans le domaine de la dissuasion. La date n'est pas encore fixée, mais le thème a été retenu par notre chaire. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Au revoir.